Salut à tous et bienvenue sur PyLab. Dans cette seconde vidéo, on installe PyCharm, on crée un projet, puis on découvre les bases de Python, Hello World, variables, conditions et boucles. Pour coder confortablement, je recommande PyCharm. Il existe une Community Edition gratuite, idéale pour débuter, et une édition pro payante pour des fonctionnalités avancées. La version gratuite est largement suffisante. Normalement, si vous avez regardé la première vidéo, Python est déjà installé sur votre ordinateur. Une fois PyCharm installé, ouvre-le. Sur l'écran d'accueil, clique sur New Project, donne un nom à ton projet et choisis l'emplacement du dossier. Pour l'interpréteur, tu peux laisser Vend. De toute façon, on n'en a pas besoin pour l'instant. Si la version de Python n'est pas sélectionnée, choisis manuellement la dernière version dans le menu déroulant. Et enfin, clique sur Créer. Pour créer ton fichier en Python, fais un clic droit sur le dossier de ton projet, choisis New, puis Python File. Tu peux le nommer Main, puisqu'il s'agit de ton fichier principal. Après sa création, le fichier s'ouvre automatiquement. C'est ici que l'on écrira le code dans cette première vidéo. Tu peux enfin taper ta première ligne de code, print Hello World. Cette commande ordonne à ton ordinateur d'écrire dans la console le texte entre guillemets, ici Hello World. Pour exécuter ton code, clique sur le bouton Run en vert en haut de ta fenêtre. La console s'ouvre automatiquement et on peut y lire Hello World. C'est bon, on peut enfin passer aux choses sérieuses. Premièrement, les variables. Une variable, c'est comme une boîte dans laquelle tu peux stocker des données. Il existe de nombreux types de données. Voici les plus courants. Les chaînes de caractères, ou string en anglais, permettent de stocker une suite de caractères, c'est-à-dire aussi bien des lettres que des chiffres, des caractères spéciaux ou des espaces. Attention, elles sont toujours entourées de guillemets. Les entiers, ou integers en anglais, les nombres décimaux, ou float en anglais, et enfin les booléens, ou boolean en anglais. Il en existe deux types, vrai ou faux. Pour définir une variable, donc, on doit d'abord définir le nom de la variable. Attention, le nom ne peut pas commencer par un chiffre, ni contenir d'espace ou de caractères spéciaux. Puis on ajoute égal, ce qui signifie que l'on va lui assigner une valeur, et enfin la valeur que l'on veut assigner. On peut ensuite demander à l'ordinateur d'imprimer la valeur dans la console avec la fonction print, suivie du nom de la variable entre parenthèses. Ici, pas besoin de guillemets car il s'agit d'une variable et non d'une chaîne de caractères. Si l'on définit une deuxième fois une variable, cela écrase sa dernière donnée. Par exemple, si l'on définit âge à 16, puis âge à 18, et qu'on demande de print âge, cela imprimera 18 et non 16. On peut également faire des opérations avec les variables. Si celles-ci sont des nombres entiers ou des nombres décimaux, on peut les additionner, les soustraire, les multiplier. Les opérateurs sont plus et moins pour l'addition et la soustraction, l'astérisque pour la multiplication et le slash pour la division. On trouve également les doubles slash pour la division entière, le pourcentage pour le reste de la division entière et deux astérisques pour les puissances. Si l'on utilise l'opérateur plus sur deux chaînes de caractères, cela les concaténera. C'est-à-dire que si on initie une variable A à Hello et une variable B à World, et qu'on initie la variable C sur A plus B, celle-ci sera égale à Hello World. On peut aussi concaténer un opérateur avec le égal de l'affectation d'une variable. Par exemple, A égale A plus 4 revient à faire A plus égale 4, et A égale A moins 2 revient à faire A moins égale 2. On parlait tout à l'heure de concaténation de chaînes de caractères. Mais que se passe-t-il si l'on cherche à combiner une chaîne de caractères avec un entier? Eh bien, il y a une erreur. Pour la résoudre, on peut convertir un entier en chaîne de caractères grâce à la fonction str. De même, si l'on cherche à faire une soustraction de chaîne de caractères, cela donnera une erreur. On peut alors convertir une chaîne de caractères en entier avec int. On peut également convertir n'importe quelle donnée en nombre décimal avec float. Python permet également de demander une entrée à l'utilisateur avec la fonction input. On peut même poser une question en ajoutant une string dans les parenthèses de l'input. On stocke ensuite la réponse dans une variable. Attention, une input renverra toujours une chaîne de caractères, même si l'utilisateur rentre un nombre. Ainsi, il faudra parfois faire des conversions de données. On arrive enfin à la deuxième grande notion importante de Python que l'on verra dans cette vidéo, les conditions. Les conditions permettent à ton programme de prendre des décisions. Par exemple, si ton âge est supérieur à 18, tu peux créer un compte avec ton adresse mail, sinon tu dois demander l'accord de tes parents. En Python, si et sinon s'écrivent if et else, comme en anglais. Il existe également un sinon si qui s'écrit elif, contraction de else et de if. Les opérateurs conditionnels sont inférieur, supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal ou non égal. Attention, l'opérateur d'égalité a besoin de deux signes égaux. Comme le signe égal est réservé à l'affectation de variables. Les conditions se terminent toutes par deux points et le code exécuté est soumis à l'indentation, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'espaces indiquent quelles lignes dépendent de quelles conditions. Concrètement, pour résumer, si je veux créer un programme qui demande une entrée de l'utilisateur stockée dans une variable user et ensuite afficher bienvenue admin si user est égal à admin,
bienvenue si user est égal à Alice ou Bob, et refuse l'accès si toute autre entrée est saisie, ça donne ça. On remarque que pour combiner plusieurs vérifications, on peut utiliser OR pour OU, mais également AND pour et NOT pour pas. Enfin, il est important de voir que if true se réalisera toujours, tandis que if false, non. Et pour finir, dernière notion clé, les boucles. Mais avant de commencer, on va introduire un nouveau type de données, les listes. Pour bien comprendre ça, on peut le modéliser en pensant à un jeu vidéo. Dans un jeu vidéo, les points de vie pourront être stockés dans une variable, tout comme l'objet que le joueur tient actuellement dans sa main. Toutefois, son inventaire est composé de plusieurs objets. Il sera donc stocké dans une liste, c'est-à-dire une suite de valeurs. Une liste est donc composée d'une suite de valeurs, aussi bien des nombres que des chaînes de caractères ou des booléens, séparées par des virgules et entourées par des crochets. À noter que toutes les valeurs ne sont pas forcément du même type. On peut également définir une liste vide en ne spécifiant rien entre les crochets. Pour accéder à un élément précis dans une liste, on précise son emplacement dans la liste, 0 étant le premier, 1 le second, 2 le troisième et ainsi de suite. On peut aussi ajouter un item à une liste grâce à la fonction append. L'item ira alors en dernière position, c'est-à-dire en index -1. Bref, on s'écarte un peu du sujet, commençons les boucles. Il existe deux principaux types de boucles, les boucles for et les boucles while. Les boucles while se répètent tant que la condition qui suit le mot-clé est vraie. Dans cet exemple, on instancie une variable age à 0 et la boucle augmente age de 1 et le print tant que age est inférieur ou égal à 18. On dit que l'on réalise une itération de la boucle à chaque fois que le corps de la boucle est exécuté. Dans cet exemple, la boucle a 9 itérations. Les boucles for sont plus complexes. Pour les définir, on précise le mot-clé for, suivi d'une variable, du mot-clé in et d'une seconde variable. La première variable est interne à la boucle, c'est-à-dire qu'elle n'est ni définie avant la boucle, ni utilisée après la boucle. La seconde variable doit déjà être définie avant la boucle, contient une liste et sera parcourue au fur et à mesure des itérations. Concrètement, for item in inventory se lit comme pour chaque item dans la liste contenu dans la variable inventaire. On peut également remplacer la seconde variable par une fonction range. Range 5 est égal à une liste contenant 0, 1, 2, 3, 4. Ainsi, for i in range 10 print hello imprimera 10 fois hello. On peut spécifier deux nombres séparés par une virgule dans la fonction range. Ainsi, range 10, 60 est une liste contenant tous les nombres de 10 à 59. Et enfin, on peut spécifier trois nombres séparés par une virgule dans range, ajoutant ainsi un pas à sauter à chaque itération. Ainsi, range 2, 9, 2 est une liste contenant 2, 4, 6, 8. On remarque que les boucles while et for, tout comme les conditions, possèdent deux points et une indentation pour indiquer jusqu'où le code fait partie de la boucle. Pour résumer tout ce que l'on a dit durant cette vidéo, on va créer un petit projet où l'utilisateur devra deviner un nombre. Pour commencer, on crée une variable qui contient ce nombre. Par exemple, une variable nombre mystère qui contient 2. Ensuite, on définit le nombre d'essais. Donc on va par exemple créer une variable essai qui contient 3. Ensuite encore, on crée une boucle où on demande à chaque fois l'entrée de l'utilisateur pour voir si elle est correcte. On peut le faire de deux façons différentes. La première avec une boucle while, qui se réalisera tant que essai sera supérieur à 0 et soustrait 1 à la variable essai à chaque itération. La seconde méthode consiste à utiliser une boucle for. Avec un for re in range essai, la boucle se réalisera le nombre d'essais que l'on a choisi, par exemple 3. Dans les deux cas, l'instruction break permet de sortir de la boucle pour que le programme ne continue pas de demander des entrées à l'utilisateur alors que celui-ci a déjà trouvé le nombre. Pour être sûr d'avoir bien compris l'intégralité des notions de la vidéo, je vous conseille de faire pause et de bien observer les deux programmes. C'est déjà la fin de cette vidéo. Tu sais maintenant créer un projet, écrire ton premier programme, manipuler des variables, tester des conditions et répéter des actions. Dans la prochaine vidéo, on s'attaquera à des structures plus puissantes et des notions plus complexes, les vrais outils du code Python, pour se diriger doucement vers une interface graphique et un code performant. Salut à tous, c'était PyLab, à plus. Au fait, abonne-toi.